Ça bouillonne beaucoup dans le secteur médical en République démocratique du Congo. Les conditions de travail du médecin ne seraient pas ce qu'elles doivent être. En tout cas, ce que les médecins souhaiteraient. Les blouses blanches, on les a même vues dernièrement dans les rues de la capitale, portant un cahier de charges, je dirais, lourd. Certains hôpitaux ont connu un véritable désert de soins. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Que veulent exactement les médecins congolais? Pourtant, on sait déjà qu'ils ont été reçus par les autorités de la ville. Ils ont pris langue avec le chef du gouvernement. Mais ont-ils obtenu réponse à leurs préoccupations? On en parle justement dans ce check-up avec notre invité. Nous sommes les délégués des médecins faisant partie du syndicat national des médecins, le SINAMED. En fait, nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes plutôt venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement et surtout parler de la meilleure voie possible, les revendications qu'ont les médecins par rapport à cette grève qui ne fait que durer. Il a été très attentif et il a accepté de porter notre voix au Conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Quelque chose ne va pas dans le secteur médical de la RDC. Depuis le mois de juillet, les médecins ont rangé les seringues. Devant les hôpitaux publics, le message est clair, en grève. Dans la litanie de revendications, la prime de transport et le logement selon les accords conclus avec les autorités du pays. Malgré la trêve sollicitée par le gouvernement, les blouses blanches maintiennent leur mouvement. Ils exigent de la part de l'exécutif la prise en compte de leurs réclamations, et ce, conformément aux engagements pris par l'équipe Samalou Kondé dans l'accord du 3 août 2021 pour l'exercice budgétaire 2022. Nous voulons que le gouvernement puisse nous donner ce qu'il nous est dit. C'est ça, rien que ça. Il n'y a rien de mal, pas de brusque, de brutalité. Mais à notre surprise, on a été agressé, on a été lacrymogéné, si je peux dire. Et vraiment, c'est désolant. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous sommes très mal payés, très mal payés, très mal payés, je le répète. Comme ça, nous sommes ici. Nous sommes très fâchés, très fâchés. Et je pense que c'est le début du commencement. On va encore réagir. Les médecins du service public ont durci leur opération Hôpitaux sans médecins en organisant 2 marches. La première, effectuée le 21 septembre, était dénommée « Marche pour l'honneur du médecin congolais ». Partie de la paroisse Notre-Dame de Fatima vers la primature, cette marche a été dispersée par des jets de gaz lacrymogène. La seconde, initiée le 5 octobre, s'était transformée en sit-in à la place Kintambo Magasin. Pour apaiser les tensions, le syndicat des médecins a été reçu par le directeur de cabinet du président de la République au Palais de la Nation. Dans l'entretemps, les travaux de Bibois 2 portant sur la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé ont été suspendus, laissant les médecins dans le désarroi. Je reçois sur ce plateau de check-up Dr John Senga, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est également secrétaire général du syndicat national des médecins. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, madame. Avec vous, nous allons justement parler de la situation des médecins en République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, nous avons vu que les médecins ont exprimé leur mécontentement face à un certain nombre, je dirais même à une liste des plaintes ou des attentes des médecins de la part des autorités. Nous allons justement parler de toutes ces questions, de ces éléments au cours de cette émission. Mais docteur, avant d'entrer dans le fond même de la question de ce sujet, l'opinion, je dirais même une certaine opinion, ne comprend pas que les médecins puissent laisser les malades, puissent quitter les hôpitaux pour se retrouver dans la rue. Il y a comme un problème, je dirais, de non-assistance de la personne en danger. Docteur, comme si vous abandonnez même votre propre serment d'Hippocrate pour revendiquer dans la rue, pour gréver et abandonner vos malades. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela, par rapport à cette situation? Oui, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de secourisme dans la vie. C'était dans les principes du secourisme. Avant de porter secours à quelqu'un qui est en danger, il ne faut pas que vous mettiez aussi votre vie en danger. Et donc, les médecins mettent leur vie en danger pour sauver ces malades-là. Jusqu'à un certain niveau, ils ne sont pas entendus, et donc c'était comme un ras-le-bol.
Donc par rapport à ça, vous voulez dire que la survie de médecins compte plus que la vie des patients? Vous savez, le malade, il peut vous quitter aujourd'hui et aller trouver un autre malade et un autre médecin demain. Juste un exemple, pendant la période de Covid, dans la corporation médicale, nous avons perdu plus de 200 médecins. Mais les malades de ces 200 médecins là-bas, ils ont continué à être soignés par d'autres médecins. Et donc, il faudra que nous puissions d'abord nous prendre nous-mêmes en charge, que nous soyons en bonne santé pour éventuellement prendre les malades aussi en charge. Mais docteur, ces mouvements des grèves qui continuent même encore jusque-là, cette grève, est-ce qu'on doit dire que la vie des patients ne vous préoccupe un peu pas plus qu'avant? Parce que lorsque vous prêtez serment, c'est d'abord les patients que vous mettez en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie des patients ne vous préoccupe pas? Aujourd'hui, lorsque vous décidez d'aller en grève, cette situation n'est pas sans conséquence. Il y a quand même des malades qui décèdent par manque de soins, par manque des médecins dans les hôpitaux. Est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Oui, mais c'est ça notre préoccupation première. Si nous revendiquons, c'est justement pour que nous puissions soigner correctement les malades. On ne peut pas... Écoutez, madame, vous vous retrouvez devant un médecin qui est malnutri, qui est mal habillé. Qu'est-ce que vous aurez comme opinion de ce médecin-là? Vous n'allez pas lui faire confiance. La relation médecin-malade, c'est une relation de confiance, de pleine confiance. Et donc, lorsque nous ne sommes pas dans de meilleures conditions pour donner le meilleur de nous-mêmes, je pense qu'il est temps de faire un break, de demander à celui qui est notre employeur de pouvoir s'occuper de nous, afin que nous puissions s'occuper correctement des malades. S'occuper correctement de malades, c'est ça d'ailleurs votre objectif, vos objectifs en tant que médecin en général. Docteur John Senga, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce qui fâche les médecins? En fait, pour l'opinion nationale, on doit comprendre ceci. L'année passée, en 2021, au mois de juillet, les médecins avaient entamé un mouvement de grève. Notre employeur principal, le gouvernement, nous a approchés pour que nous puissions trouver des solutions. Pendant le mouvement de grève, le gouvernement avec nous avons signé un accord le 3 août 2021. Et avec cet accord-là, nous avons mis fin au mouvement de grève parce que le gouvernement avait pris des engagements qu'il allait honorer immédiatement et puis d'autres qu'il allait honorer au courant de cette année 2022. Nous arrivons jusqu'au mois de juin 2022. Aucune attente des médecins n'est réalisée. Disons, pas aucune, mais 20% d'attentes sont réalisées par le gouvernement. Nous saisissons le gouvernement. Malheureusement, le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille-là. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions nous suicider? Non, je pense que même si nous faisons l'apostolat, il faudra qu'on nous prenne quand même en charge quelque part. Mais docteur, c'est que vous ne dites pas clairement, vous dites que vous aviez exprimé vos attentes au gouvernement, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Une augmentation des salaires, une prime spéciale? Qu'est-ce que les médecins revendiquent exactement? Qu'est-ce que les médecins revendiquent? En résumé, c'est deux catégories de revendications. Il y a des revendications qui ne nécessitent pas nécessairement l'argent. C'est notamment la nomination en grade. Ça a été fait et pour lesquels nous applaudissons le chef de l'État. Nous attendons que ceux qui ont été nommés dans l'ordonnance du chef de l'État puissent avoir une notification. Parce que la nomination, c'est bien, mais il faut une notification individuelle pour que chacun se sente concerné par cette ordonnance-là. Même la notification, la simple notification, ça prend 3 mois avant d'être signé. Ça, c'est anormal. Il y a des médecins qui ont bénéficié d'un décret du Premier ministre en 2019 et qui attendent aussi des notifications. Parce que lorsqu'on vient faire un contrôle à l'hôpital, on vous demande de présenter des documents administratifs qui vous couvrent. Mais nous n'avons pas de documents administratifs. Ça nous met en insécurité. Du côté administratif, on peut se limiter à ces deux-là. Et du côté pécuniaire, ce qui concerne l'argent, en fait, le gouvernement avait accepté de payer le logement et le médecin, et le transport pour les médecins. Pour les médecins. Vous savez, on ne peut pas faire la magie pour aller à l'hôpital. Quitter son lieu de résidence pour aller à l'hôpital, il faut payer le transport. Donc, si je comprends bien, vous exigez une prise en charge totale. Si nous demandons une prise en charge totale, nous allons crever le budget de l'État. Nous le savons. Mais si nous pouvons aller petit à petit, et le gouvernement avait saisi cette occasion-là.
Mais nous attendons qu'il puisse réagir, mais malheureusement, il fait totalement défection. Peut-être que le gouvernement ne voudrait pas apporter des réponses directement à vos préoccupations pour que demain, qu'il y ait d'autres secteurs qui puissent également revendiquer. Après le médecin, ça sera les infirmiers. Après les infirmiers, ça sera d'autres catégories qui vont également revendiquer et ça risque de dégénérer. Par nature, madame, moi je suis syndicaliste. Donc je plaide d'abord pour ceux qui m'ont élu. C'est vrai que si les infirmiers revendiquent, je vais les soutenir, mais soit dit en passant que les infirmiers, les autres professionnels de santé ont signé un avenant avec le gouvernement acceptant que le logement et les transports leur soient octroyés en 2023. Ils peuvent patienter parce que c'est ce qu'ils ont signé avec le gouvernement. Mais nous avons signé avec le gouvernement que cela sera fait au courant de 2022. Et nous attendons le gouvernement. Vous attendez, mais après votre mouvement de protestation il y a quelques semaines, Dr Senga, on vous a vu, vous aviez été reçu au niveau du cabinet du président de la République, vous aviez échangé avec le directeur de cabinet du président de la République, vous avez également échangé avec le Premier ministre. Est-ce que ces échanges-là ne vous ont pas permis justement à mettre beaucoup d'eau, je dirais même beaucoup, dans votre vin pour lever ce mouvement de grève et continuer à prendre soin des patients et des malades? Madame, l'histoire est là pour être connue. Je viens de vous donner une petite histoire récente. L'année passée, on a arrêté le mouvement de grève parce que le gouvernement a promis. Je pense que c'est maintenant une relation de... On n'a pas totalement confiance. Donc cette fois-ci, ce n'était qu'une promesse encore? Nous ne voulons pas de promesses parce que la promesse a été faite pour cette année. Qu'est-ce qu'ils vont encore... Qu'ils nous promettent encore l'année prochaine, est-ce que nous allons croire à cela? C'était quoi les mots des autorités? C'est-à-dire qu'à partir d'avril 2022, on devait déjà voir dans la rémunération des médecins apparaître une rubrique rémunération et une rubrique logement. Depuis avril 2022, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, vous estimez que la prime que les médecins reçoivent n'est pas suffisante, qu'il faut encore ajouter rémunération logement, il faut ajouter transport, d'autant plus que les médecins à un moment avaient également reçu des véhicules. Non, je voudrais peut-être apporter une précision. Les médecins n'ont jamais bénéficié de véhicules gratuitement du gouvernement. Nous avons payé de nous-mêmes par un crédit. Heureusement, bon, c'était la BIAC, d'heureuse mémoire, mais c'est la BIAC qui nous a accompagnés dans ce projet-là. C'est vrai que le gouvernement nous avait accordé l'exonération pour limiter un peu les taxes et les autres frais de douane. Mais les véhicules, nous les avons achetés nous-mêmes. Contrairement à d'autres catégories que je peux citer si vous voulez. Mais pour le reste, je pense que vous avez parlé tout à l'heure du testament d'Hippocrate. Nous sommes liés à ce testament-là. Mais nous avons aussi un autre document du même auteur, c'est l'Hippocrate, qui avait signé un serment et qui nous l'a dédié. Et dans le serment d'Hippocrate, on donne un peu le portrait robot de ce qu'est un médecin. Comment il doit être, comment il doit vivre. D'un médecin mal vêtu, vous n'allez pas faire confiance. D'un médecin mal nutri, vous n'allez pas lui faire non plus confiance. Évidemment, nous sommes en train de concilier les deux. Le testament, qui nous donne les devoirs vis-à-vis de nos malades, et le serment, qui donne les devoirs des malades vis-à-vis de nous. Docteur John Senga, si je vous comprends bien, la prime que les médecins reçoivent à ce jour n'est pas suffisante. Et vous voulez plus? Elle est totalement anachronique, madame. Elle est dépassée. Vous connaissez un peu la valeur de cette prime-là. Je pense que dans votre famille, vous avez des médecins. Un médecin qui touche, parce qu'il n'y a pas de cachotterie à se faire, le médecin touche 1 400 000 francs congolais. Et dans ces 1 400 000, il doit payer le logement, il doit payer le transport, il doit payer les frais de scolarité de ses enfants, il doit pouvoir se nourrir. Ça fait 700 $, contribuer madame. Dans sa propre recherche. Ah, moi je suis de l'université, mais il n'y a même pas de fonds de recherche. Et donc nous vivons à la limite de la vie normale. Et si nous demandons qu'on nous rajoute 200 ou 300 $, ce n'est pas trop demandé au gouvernement. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas gêné, si je peux utiliser le mot, Dr John, quand vous retrouvez dans la rue? Parce que lorsqu'on parle d'un médecin, l'image même, c'est la dignité, c'est la responsabilité, c'est vraiment le sérieux. Mais lorsqu'on vous voit dans des échauffourées, avec des gaz lacrymogènes, avec la police, est-ce que vous ne pensez pas que cette image a été ternie à un moment?
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour vous de faire entendre votre voix que dans la rue? Madame, je pense qu'en lisant la constitution de notre pays qui nous régit, le droit de grève est reconnu et le droit de manifester publiquement est reconnu. Bien sûr. Nous n'avons agressé personne. Les médecins étaient juste habillés de leur blouse et de leur stéthoscope. On n'avait même pas de thermomètre parce que là, on va vous dire que c'est une arme tranchante. Nous avons voulu marcher, nous avons demandé l'autorisation. Ça a été accepté dans toutes les provinces, sauf à Kinshasa. Et c'est là où il y avait des échauffourées par rapport à la police. Je pense que si on avait laissé le médecin marcher, bon, c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui marchent, hein. Le même jour, il y avait la marche d'un parti politique. Le lendemain, c'était les pharmaciens qui avaient marché. Mais on ne les avait pas agressés. Mais pourquoi s'en prendre aux médecins? Alors Parce que vous demandez un peu trop, c'est chaque année qu'il y a un mouvement de grève des médecins. Même si on résout cette prime cette année, en 2023, les médecins vont exiger peut-être autre chose. Ça commence à aller de grève en grève chaque année, docteur. Non, c'est parce que les gouvernements ne nous écoutent pas. Nous n'allons pas en grève comme des bandits. Nous prenons tout le temps pour informer le gouvernement. Nous avons informé le gouvernement depuis le mois de février qu'il fallait qu'il revienne au bon sentiment, prendre en compte ses propres engagements. Jusqu'au mois de juillet, le gouvernement n'a rien fait. Qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions nous suicider? Ou bien que nous puissions réclamer nos droits? De toute façon, nous sommes aussi régis par un document qu'on appelle statut spécifique des médecins. On donne l'image de la rémunération du médecin. Et si nous tenons compte de l'ensemble de ce qui est dit dans le statut spécifique, je pense que le gouvernement n'aurait pas, pour le moment, les moyens de le faire. C'est comme ça que nous demandons. Ce que nous demandons là-bas, vous-même, vous pensez c'est ce que les ministres donnent à leurs enfants pour manger les beignets à l'école? Ben c'est ça le problème aujourd'hui. Les médecins comparent, les ministres touchent autant, les députés touchent autant. Pourquoi nous touchons que ça? Je m'excuse beaucoup de vous couper la parole. Dans ces pays, on a payé les médecins comme des vice-ministres. Dans ces pays, le salaire des médecins équivalait au salaire du vice-ministre. Mais si on nous donne des miettes, nous devons réclamer. Et nous devons réclamer à corps et à cri. C'est comme un cri de détresse que nous avons lancé. Et là, j'apprécie le chef de l'État qui a délégué son directeur du cabinet pour nous recevoir. Et je pense qu'avec son implication personnelle, on peut trouver des solutions politiques pour calmer tant soit peu la colère des médecins. Donc vous êtes convaincu qu'après cet échange avec le directeur de cabinet, que dans les jours à venir, une solution va être trouvée? Oui, c'est vrai. Le Premier ministre nous a reçus par 2 fois. Il avait donné des indications claires au gouvernement pour trouver des solutions à nos problèmes. Ça fait déjà depuis le 30 septembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 jours que nous ne voyons pas encore l'horizon. Bon, vous savez, quand un enfant a besoin de quelque chose, hein, il crie, il va chez la maman, chez le papa, chez l'oncle, chez la tante, pour se faire entendre, tout simplement. Donc on doit dire que la grève va encore se poursuivre, docteur, mais jusque quand? Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis même pas un voyant. Moi, ce que je fais, ce que le gouvernement nous dit, je transmets à la base. Et je prends ce que la base prend comme position, comme option, et je le fais monter aux autorités. Moi, je fais juste le courroie de transmission. Cette situation en République démocratique du Congo nous pousse quand même à nous poser la question par rapport aux conditions sociales du médecin congolais. Docteur, lorsqu'on vous dit, on vous présente en tant que médecin de la République démocratique du Congo, êtes-vous fier? Est-ce que vos conditions sont réunies? L'environnement de travail, dans tout ce que vous faites, est-ce qu'on doit dire que les médecins congolais travaillent dans des bonnes conditions? Les conditions de travail sont exécrables dans tous les hôpitaux de l'État. Peut-être il y a un seul hôpital qui peut faire exception, mais dans tous les hôpitaux de l'État, les conditions sont invivables. Mais malgré cela, nous avons accepté de travailler dans ces conditions-là. Vous savez, les médecins qui sont en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis, ils ont étudié avec nous ici. Hein. Ils ont étudié ici et ils ont fui le pays parce que les conditions de travail et les conditions sociales des médecins ne sont pas acceptables. La fuite des cerveaux. Ah oui. Il ne faut pas vous étonner que demain, que le docteur John Tsenga ne soit pas là. Parce que mon expertise peut me permettre de travailler dans tous les pays du monde. Vous allez faire le contraire, docteur. Il y a ceux qui quittent l'Europe, qui reviennent maintenant au Congo pour apporter leur expertise. Vous allez quitter le Congo pour aller ailleurs. Sans parler de moi, madame, j'ai été en Europe. J'ai fait quelques années là-bas. Et je suis revenu en tant que patriote dans ces pays. Mais ce que je vois
je pense que ça me pousse à réfléchir par deux fois. Il y a des médecins qui quittent le Congo pour aller s'exiler au Cameroun, au Gabon ou au Zimbabwe. Mais ce sont les Zimbabwéens qui devaient venir ici. Dans les années 70, ce sont les Sud-Africains qui venaient se faire soigner ici. Mais maintenant, c'est nous qui quittons ici, c'est nos autorités qui quittent ici pour aller se faire soigner là-bas. Et toutes ces conditions, vous parlez de conditions exécrables, ont un impact sur les soins de qualité en RDC? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de mon service. Moi, je fais les échographies cardiaques des enfants. Vous savez que la machine d'échographie que nous avons là-bas, c'est un don d'une ONG. Nous n'avons pas de machine. C'est parce que nous avons de bonnes relations avec les étrangers que nous recevons du matériel. Logiquement, nous devons être comme des actionnaires dans ces hôpitaux-là. Parce que dans la plupart des cas, les matériaux que nous utilisons, le matériel que nous utilisons dans les hôpitaux, ce n'est pas les matériels achetés par les gouvernements. Mais Dr Senga, au lieu de faire des plaidoyers auprès des autorités, de suivre les autorités pour qu'on vous équipe, pour qu'on vous dote des équipements, vous suivez d'abord l'autorité pour vos besoins personnels, pour vos primes à vous. Vous savez, les hôpitaux là, il y a un premier ministre qui nous a répondu sèchement, qui ne vous occupe pas de ces hôpitaux-là, ce sont les hôpitaux de l'État. Nous laissons le loisir à l'État congolais de pouvoir les équiper, de pouvoir les entretenir. Et pendant ce temps, vous travaillez dans des conditions misérables. Vous savez, si vous allez dans tous les hôpitaux, hein, c'est le peu que les malades payent qui permet à entretenir tant soit peu la salubrité dans les hôpitaux. Donc ce n'est pas l'État qui donne. Parce que depuis 1987, l'État ne donne pas de subsides pour les hôpitaux. Rien du tout. D'où l'expression des médecins congolais avant tout des commerçants. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Des commerçants, je ne pense pas qu'ils soient des commerçants. Mais ce sont des gens qui ne doivent pas se laisser mourir. C'est comme ça qu'ils s'occupent d'autres activités connexes pour pouvoir vivre et surtout donner le meilleur d'eux-mêmes dans les hôpitaux de l'État. Les médecins qui consultent dans 4-5 hôpitaux dans la ville, docteur, même dans les provinces, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut avoir un impact sur la prise en charge des malades, dans la qualité des soins? Lorsqu'un médecin va voir 10 à 20 malades par jour, est-ce que cela n'est pas trop pour une personne? Vous savez, dans notre pays, on a l'habitude de condamner les effets ou bien de voir la cause. Pourquoi le médecin va dans 2, 3, 4 centres hospitaliers pour assurer ses services et prestations? Parce qu'il est mal payé chez l'État. Je vous ai dit ici, il reçoit $700. Il doit loger dans quelles conditions? Et d'ailleurs, dans les temps, quand vous avez un médecin dans la famille, vous êtes un peu couvert parce que c'est lui qui va subvenir aux besoins de ses jeunes frères et de toute la famille. Pour le moment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des médecins qui ne savent pas se marier parce que la rémunération ne suffit pas pour aller prendre en charge une femme. Aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, on ne part plus à l'aveuglette parce que si tu n'as pas un problème d'appendicite, le médecin va exiger une opération d'appendicite. Un problème de kyste, il va exiger la chirurgie pour gonfler un tout petit peu la facture, Dr John Senga. Tous ces problèmes-là nous poussent à douter un peu de ce serment, encore une fois, que vous aviez eu à passer pour prendre soin des malades. Oui, madame, vous avez tout à fait raison. C'est comme ça que nous insistons sur la dignité et l'honneur du médecin. L'honneur, la dignité ne viendront pas seulement de ce que nous avons, mais de ce que nous exprimons aussi comme besoin ou comme acte que nous posons. En tant que médecin, je ne peux pas poser un faux diagnostic. À moins que le laboratoire puisse me tromper dans les résultats qu'il va me donner. Vous précipitez peut-être les choses? Non, je ne pense pas, madame. Il y a très peu de médecins qui le font. S'ils le font, ce sont des médecins que j'appelais des médicastres, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils valent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux médecins congolais pour être fiers, pour continuer à parler de ce titre avec fierté et dignité? Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui nous manque, c'est la considération. Vous savez, même dans la Bible, hein, j'ai vu tout à l'heure, on a discuté un peu de la Bible, Dieu dit qu'il faut honorer les médecins. Il faut l'honorer par rapport à ce qu'il fait. Mais quand vous venez à l'hôpital, vous donnez des injonctions aux médecins. Quand le gouvernement congolais ne l'honore pas, vous voulez qui d'autre puisse l'honorer? Donc on doit commencer par là. Et ensuite, c'est notre responsabilité de pouvoir faire le travail pour lequel nous avons fait de longues études. Nous ne les avons pas faites pour rien. C'est pour aider la population. C'est pour sauver des vies
sauver éventuellement, mais c'est pour soulager dans tous les cas. Docteur Senga, aujourd'hui, les médecins sont dans les hôpitaux publics, ils sont dans les hôpitaux privés, ils sont dans leurs cliniques privées. Tout ça, comme vous le disiez, c'est pour ne pas mourir ni souffrir, essayer de nouer les deux bouts du mois. Docteur, est-ce que les conditions de travail diffèrent des institutions, dans le public et dans le privé? Vous qui avez un peu tâté les deux, vous travaillez également dans les hôpitaux publics, vous travaillez dans des hôpitaux privés également. Vous qui avez tâté les deux, est-ce qu'il y a-t-il une différence dans ces milieux de travail? Mais bien sûr que oui, madame. Bien sûr que oui. Moi, personnellement, je n'ai pas un contrat avec un hôpital privé. J'ai fait des prestations quand ils ont besoin de moi. Ils m'appellent compte tenu de mon expertise. Mon seul lieu de travail, c'est les cliniques universitaires de Kinshasa. C'est là où je suis. Mais pour le reste, vous allez, je ne peux pas citer les noms de certains hôpitaux privés. Ils y mettent les moyens. Et les médecins là-bas sont correctement payés. Ils travaillent en toute conscience. Ils font des merveilles dans notre pays. C'est parce que les conditions de travail, pour travailler, il faut un minimum requis. Et c'est ce qu'il y a dans ces hôpitaux privés. C'est comme ça que ceux qui ont un peu plus de moyens, ils y vont et ils y trouvent soulagement et même guérison. Mais dans les hôpitaux de l'État, et c'est là où il y a des meilleurs spécialistes, tous ces hôpitaux privés, ils utilisent... Les spécialistes des hôpitaux publics. Voilà. Mais pourquoi ils le font? C'est-à-dire qu'il y a des bons médecins dans les hôpitaux publics. Il suffit tout simplement de changer un peu le paradigme dans la prise en charge de ces médecins-là. Il y aura beaucoup de miracles qui se feront. Et ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est que quand vous y allez, le médecin vous suggère même de le suivre dans une clinique privée. Non, ça c'est interdit par notre code de déontologie. C'est interdit. Et le médecin et le malade n'est pas obligé de le suivre. Il peut même porter plainte à l'ordre des médecins pour cela. Vous avez dit que vous êtes syndicaliste. Effectivement, oui, vous êtes secrétaire général du syndicat national des médecins en République démocratique du Congo, le SINABED. Docteur, ce syndicat qui fait parfois trembler les autorités, est-ce que vous espérez, voilà le mot, qu'après quelques jours, après des négociations, vous allez obtenir gain de cause? Nous faisons foi à nos gouvernants. Sinon, on ne serait même pas parti à Biwa pour discuter avec eux. C'est parce que nous croyons encore à leur bonne volonté. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté. La volonté seule ne suffit pas. La confiance, il faut l'établir. La confiance, il faut respecter les engagements pris. Si le gouvernement respecte ses engagements pris l'année passée, je répète, le 8 août 2021, demain après-demain, les médecins vont reprendre le service. Lorsque vous reprenez service, docteur, souvent on n'entend pas un mot. Lorsque ça commence, on sait que les médecins sont en grève. Oui. Mais lorsque le problème est résolu, lorsque la prime est accordée, lorsque ce que vous aviez, ce pour lequel vous vous êtes battu et que vous l'aviez reçu, c'est à ce moment-là qu'on ne vous entend plus. Vous disparaissez, vous ne dites rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que nous le disons toujours et nous écrivons des lettres. Si le gouvernement a anticipé les choses, nous écrivons des lettres de remerciement. Mais si le gouvernement dort, ou si le gouvernement manifeste clairement sa mauvaise foi, nous allons le dire et nous pouvons même crier. Mais s'il résout le problème, la population va le savoir parce que nous allons le dire, nous allons communiquer à la population pour que la population revienne dans les hôpitaux de l'État. Aujourd'hui, docteur, vous êtes sur ce plateau de check-up pour expliquer à la population votre problème, mais aussi pour parler aux autorités qui vous écoutent. Encore une fois, docteur John Senga, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos autorités par rapport à votre situation? Je vais dire 2 ou 3 mots. Que le médecin n'est pas un sous-fifre. C'est-à-dire le médecin, le travail qu'il fait mérite de la considération. Deuxièmement, nous n'avons pas présenté d'autres doléances en dehors de celles de l'année passée. Si le gouvernement peut les respecter, il n'y aura pas de conflit de travail. Et, je l'ai dit, nous pensons encore que le gouvernement peut faire quelque chose. Aujourd'hui, sinon, le chef de l'État pourrait intervenir en tant que garant. Vous sentez qu'il y a de la volonté? C'est ça notre peut-être faiblesse, parce que nous pensons que nous pouvons faire confiance à l'autre. Même si eux, ils se réjouissent après, nous les avons dribblés. Mais ça les rattrape toujours. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dribblé le médecin, mais demain, nous allons revenir à la charge. Et à la population qui vous suit, docteur,
Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, ceux-là qui attendent encore que vous puissiez répondre votre travail, que lorsqu'ils viennent à l'hôpital, qu'ils soient rassurés, que je veux trouver un médecin qui va soulager mon problème? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Oui, la population doit comprendre, parce que nous vivons avec cette même population. La population connaît comment vit le médecin congolais. Il le voit vivre à la cité, dans la commune ou dans les quartiers. Parfois, ça laisse à désirer. Le mouvement de grève n'est pas dirigé contre la population. Le mouvement de grève, comme je l'ai dit, c'est un cri de détresse que nous avons lancé à celui qui doit s'occuper de nous. Mais c'est la population qui subit. La population n'appartient pas aux médecins, la population appartient au gouvernement congolais. Il n'a qu'à nous remettre dans de bonnes conditions pour que nous puissions nous occuper de la population. Vous entendre, docteur, un peu comme si vous disiez au gouvernement, c'est à vous de trouver la solution, sinon le problème va persister et la population va continuer à souffrir. Mais bien sûr, c'est le gouvernement qui doit trouver des solutions. Vous croyez, si nous écrivons aujourd'hui à tel pays ou à telle ONG de nous prendre en charge, c'est-à-dire que là, nous rejetons vraiment notre gouvernement dans la poubelle. Non, non, nous faisons confiance au gouvernement. Nous voyons les recettes que le pays engrange depuis quelques mois. On nous a dit même, on nous a parlé d'un dépassement de 2,5 milliards. Mais c'est quoi? On les garde seulement à la Banque centrale ou bien c'est pour s'occuper de la population? Qu'on s'occupe correctement des médecins. De façon anticipée, il n'y aura pas de mouvement de grève dans le pays. Nous sommes dans un mouvement, je dirais, une période où le gouvernement congolais, puisque vous parlez de la volonté des autorités, on veut même arriver à la couverture santé universelle. Docteur, vous avez un grand rôle à jouer pour atteindre cette couverture universelle. Est-ce que vous pensez qu'avec ces mouvements de grève, nous allons arriver à cette couverture santé universelle? Non, non, je doute fort que... Vous voyez, depuis quelques mois, on a parlé de la maternité gratuite. C'est plein de femmes qui vont dans ces hôpitaux là-bas. Les gens sont débordés. Mais je pense que quand il y a un programme d'aussi grande envergure que la couverture santé universelle, on doit prendre le temps pour concevoir correctement les choses, afin qu'il n'y ait pas un échec. Et puis la conception seule ne suffit pas. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à mettre cela sur pied. Et moi, j'ai beaucoup de craintes pour la couverture santé universelle. Ça risque d'être un fiasco. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis tous les ingrédients possibles pour rendre cela attractif. Parce que les infirmiers ne sont pas bien payés. Les laborantins ne sont pas bien payés. Les administratifs aussi. Mais qui va prendre en charge ces malades-là? Parce que c'est comme l'enseignement gratuit. Hein? C'est des écoles qui sont bondées. Si on ne prend pas correctement, anticiper les choses, je pense que c'est ce qui va arriver dans le secteur. On aura beaucoup de malades dans les hôpitaux qui n'auront pas les meilleurs soins. Pour conseiller aussi le gouvernement, même si vous êtes syndicaliste et vous voyez d'abord vos intérêts à vous, Dr Senga, est-ce que pour réussir cette couverture santé universelle, vous pensez qu'il faudrait d'abord commencer par le personnel médical, après ça va suivre? Non, non, je pense que c'est un projet qui doit prendre en compte beaucoup de rubriques. Et parmi ces rubriques-là, il y a entre autres la rémunération des médecins, du personnel médical ou paramédical. Mais on doit utiliser du matériel correctement, les appareils, les intrants pour les produits des laboratoires, etc. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. C'est seulement pas verbal, mais c'est sur le plan concret. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour couvrir les soins de santé de la population? Et je crains fort parce qu'on nous dit que ça serait gratuit. Mais je doute fort que cela réussisse vraiment. Donc c'est encore un long processus et ce n'est pas aujourd'hui que ça pourrait aboutir. Et si on n'y met pas beaucoup de moyens, ça aura peu de chances d'aboutir. Ce n'est pas un souhait, mais ça sera un constat que nous tous nous allons faire. Docteur John Senga, avant de finir cet entretien, est-ce qu'on peut espérer, je dis bien, espérer que dans les tout prochains jours, les hôpitaux vont reprendre la vie normale à Kinshasa, même dans les provinces où il y a encore la grève? Est-ce que les médecins vont reprendre leur travail normalement pour recevoir les malades et continuer justement à exercer leur profession dans la dignité? Madame, j'insiste que si le gouvernement répond aux engagements qu'il a pris dans l'accord du 3 août, s'il répond aujourd'hui, je pense que 48-72 heures, les hôpitaux seront bondés des malades. Parce que les médecins sont consciencieux. Ils sont
réfléchi pour ne pas abandonner la population pendant longtemps. Merci beaucoup, Dr John Senga, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vous êtes justement cardiologue, pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vous êtes également secrétaire général du syndicat national des médecins. Merci d'être venu sur ce plateau de check-up pour nous parler justement des conditions sociales du médecin en République démocratique du Congo et aussi de vos revendications. Nous espérons que les autorités sont en train de réfléchir pour pouvoir répondre à vos revendications afin que vous puissiez continuer à soulager la population congolaise. Merci d'être venu sur ce plateau de check-up. Merci à vous aussi et à B1. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, mesdames et messieurs, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.